Salut les cartistes et bienvenue sur le Cartiste du Rift. Aujourd'hui, comme promis, on va parler des règles du jeu de Riftbound. L'objectif principal, comme je vous l'ai déjà indiqué dans la vidéo précédente, que vous pouvez retrouver en description ou à la fin de cette vidéo, c'est de conquérir un ou deux champs de bataille et d'arriver à accumuler jusqu'à 8 points de victoire. Il arrive que dans de rares cas, tu puisses aller jusqu'à 9, mais on ne va pas rentrer plus en détail maintenant, on verra ça plus tard. Là, on va se concentrer que sur les règles de base. C'est parti! Pour jouer, tu auras besoin d'un deck de 56 cartes. Il sera constitué de 12 runes, 3 battlefields, une légende et 40 autres cartes qui seront mélangées entre des unités, des sorts et des équipements. Il est possible d'avoir plus de 40 cartes dans ce deck, mais attention, cela réduit grandement les chances de tirer les bonnes cartes. Donc je te conseille de rester sur 40, c'est ce que tout le monde fait. Dans ces 40 cartes, il y aura ton champion qui doit comporter le même nom que ta légende. Très bien, donc maintenant on va regarder le tapis de jeu. Je vais essayer de te décortiquer un peu chaque zone pour que tu puisses mieux te repérer sur tes premières parties. Donc à gauche, il y a une grande colonne de points qui va de 1 à 8. C'est ici que tu pourras scorer tes points de victoire. En haut, il y a le battlefield ou zone de champ de bataille. C'est ici que tu vas pouvoir poser ton champ de bataille et pouvoir donc le conquérir pendant la partie. À droite, il y a deux zones qui représentent respectivement la zone de la légende et la zone du champion. Tu peux les repérer facilement, il y a une petite icône en bas qui représente exactement la même icône qui se trouve sur les cartes de légende et les cartes de champion. On reviendra plus en détail un peu plus tard sur la légende et le champion. En dessous de la zone de champ de bataille, il y a ta base. C'est ici que tu vas pouvoir invoquer tes unités et tes équipements. À droite de la base, il y a l'emplacement pour ton deck principal et en dessous de cette zone, il y a la trash, la défausse. À gauche, il y a notre emplacement pour le deck de runes et à droite du deck de runes, il y a une zone pour pouvoir poser les runes que tu vas piocher. Ok, donc maintenant on va essayer de décortiquer les règles en faisant une petite partie, mais avant je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant de démarrer la partie. Déjà, il faut déterminer qui va commencer. Pour ce faire, on jette soit un dé de 6 ou un dé 20 et en fonction du score, si c'est toi qui as le plus gros score, tu vas pouvoir décider qui commence ou pas. Ensuite, il va falloir choisir ton battlefield. Pour choisir le battlefield, il y a deux façons de le faire, ça va dépendre de quel type de partie tu vas jouer. Soit tu vas être en BO3, Best of 3, ou en BO1. Si tu es en BO3, tu vas devoir choisir un terrain parmi les 3 qui seront dans ton deck de démarrage. Ces 3 terrains-là, il faut bien les choisir parce qu'ils sont stratégiques. Certains vont t'avantager grandement, d'autres, attention, peuvent avantager ton adversaire. Il y en a certains qui sont plutôt neutres pour les deux, donc il faut vraiment bien choisir les 3 que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas choisir le premier terrain que tu vas vouloir jouer sur ta première partie, et pour les 2 suivantes, il va falloir donc enlever le terrain qui a été joué la première partie et en choisir un autre pour la deuxième, et ainsi de suite pour la troisième. Donc il faut bien choisir quel terrain jouer quand. À savoir que quand tu perds une partie, c'est toi qui décides qui joue ou pas en premier. Donc ça peut être avantageux à ce moment-là de prendre un terrain qui t'avantage quand c'est toi qui commence. En BO1, c'est un petit peu différent. On va prendre les 3 terrains, les mettre face cachée devant l'adversaire et l'adversaire va choisir pour toi le terrain que tu vas jouer et tu feras pareil pour lui. Donc avant qu'on commence la partie, j'aimerais qu'on se concentre sur la légende et le champion. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont sur leur carte. Donc si on commence avec la légende, ici c'est Harry Nine-Tailed Fox. Déjà sur la carte, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a une zone en haut à gauche avec 2 pictos colorés, vert et bleu. C'est grâce à ça qu'on peut définir quelle couleur est majoritaire dans ton deck. Ici, tu ne pourras avoir que des cartes vertes ou bleues. Ensuite, tu as la capacité de la carte. Ici, qu'est-ce qu'elle dit? When an enemy unit attacks a battlefield you control, give it -1 might this turn to a minimum of 1 might. En français, ça signifie quand une unité ennemie attaque un champ de bataille que tu contrôles, elle reçoit -1 de puissance ce tour-ci avec un minimum de 1. Ici, du coup, on comprend que le mot might en anglais donc signifie puissance. Pour en savoir un peu plus sur cette puissance, on va pouvoir se pencher donc sur le champion. Donc là, le champion qui s'affiche à l'écran, c'est Harry Allure. Sur cette carte, on peut voir à droite un nouvel élément qu'on peut distinguer. On a un chiffre et à côté un logo qui représente une épée et un bouclier. Ce logo, du coup, on comprend que c'est de l'attaque
l'attaque et de la défense. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la might, la puissance de ta carte. Ici, elle est de puissance 4. Petit aparté, tu sais que tu peux aussi avoir d'autres champion units dans ton deck. Tu n'es pas obligé d'avoir que celle qui a le même nom que ta légende. Donc si tu veux avoir un Volibear, un Set ou je ne sais quoi, tu peux à partir du moment où il respecte les couleurs que tu as le droit d'avoir dans ton deck. Bien, donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la partie. Alors une partie, elle se démarre de la façon suivante. Tout d'abord, tu vas devoir piocher 4 cartes. Dans ces 4 cartes, tu vas les regarder et tu vas vérifier si elles te conviennent. Si elles ne te conviennent pas, tu as le droit de modifier jusqu'à 2 cartes. Donc tu prends l'une ou les 2 cartes qui ne te conviennent pas, tu les mets en dessous de ton deck principal et tu en retires une ou 2 nouvelles. Cette action, on appelle ça l'action mulligan. Une fois que tu as tes 4 cartes, que tu es content de ce que tu vas pouvoir commencer ton tour. Un tour se décompose en 4 phases. A, B, C et D. Pour la lettre A, on est sur Awaken, ça veut dire réveil. Ça veut dire que tu vas devoir redresser ou ready en anglais toutes les cartes qui sont épuisées, fatiguées ou exhaust en anglais. Ça veut dire en d'autres termes que tu vas les passer de la position horizontale à la position verticale. Ensuite, on a le B pour Beginning Phase, donc début. Sur cette phase, tu vas pouvoir activer certaines capacités activables durant ce tour. Et tu vas pouvoir aussi scorer un point de victoire si jamais tu conserves un champ de bataille. C pour Channel ou canalisation de runes. À cette phase-là, tu vas piocher du coup 2 runes dans ton deck de runes et tu vas pouvoir les mettre dans ta zone de runes ready, donc à la verticale. Ensuite le D, draw, piocher, donc tu pioches une carte. Maintenant que tu as fait toutes ces phases, tu vas pouvoir jouer des cartes de ta main. Ici, tu vas vouloir jouer une unité et on va choisir le Clockwork Keeper. Pour jouer cette carte, tu peux voir que en haut à gauche, il y a un cercle de couleur neutre avec un chiffre dedans. Ça représente le coût en runes pour invoquer cette unité. Le fait que ce soit de couleur neutre veut dire que tu peux prendre n'importe quelle couleur de rune pour l'invoquer. Donc tu vas engager 2 runes et tu vas poser ton Clockwork Keeper Exhaust dans la base. Comme pour invoquer cette unité, il t'a fallu 2 runes, tu n'as plus de runes, tu ne peux plus donc rien jouer. C'est donc au tour de ton adversaire. Ton adversaire ici, ce sera la légende Victor. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va commencer lui aussi par les phases A, B, C et D. En phase C, comme c'est son premier tour et qu'il joue en deuxième, il a le droit de channel 3 runes. Ici, il va donc channel 2 bleues et une jaune. Dans sa main, il a un champion unit qui s'appelle Shen. Si on regarde la carte, on peut s'apercevoir que le coût est de 3 runes. Mais on a une nouvelle icône qui est apparue en dessous, colorée. Elle est de couleur jaune, ce qui est normal parce que Victor est de couleur bleu et jaune. Donc ce petit icône là, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie un power cost, un coût de puissance. Pour pouvoir invoquer cette créature, il te faut payer 3 runes et recycler une rune jaune. Recycler, ça signifie quoi? Ça signifie de prendre la carte qui est demandée et de la positionner dans le bas de ton deck principal ou de runes. Ici c'est une rune, donc ce sera dans le deck de runes, tu la mets tout en bas. Donc il va vouloir jouer Shen, il la pose, il paye ses 3 runes et dans les 3 runes qu'il a payées qui sont exhaust, il a le droit de prendre une de celles-ci et de la recycler donc dans le deck de runes. En faisant ça, il a consommé toutes ses runes, il n'a plus rien à faire, il te passe la main. C'est à nouveau ton tour, tu fais les phases A, B, C et D. Je me permets de répéter ces 4 lettres à chaque fois pour que chez toi, ça commence à faire comme une petite musique que tu ne pourras pas oublier et que tu respecteras à chaque fois que tu joueras. Ça te permet de ne pas oublier dans ces phases de faire certaines choses qui pourraient être cruciales pour la suite. Donc tu redresses toutes tes runes, tu les rends ready, tu ready également ton Clockwork Keeper et tu arrives à ta phase de Begin. Il n'y a rien à activer, tu n'as pas de points à prendre parce que pour le moment tu n'as rien fait. Ensuite tu channels 2 nouvelles runes, tu es à 4 et tu draws une carte. La carte que tu viens piocher, donc c'est un Poro, tu ne vas pas la jouer tout de suite, tu vas vouloir avoir envie de conquérir ton premier terrain, ton premier battlefield. Pour ce faire, donc tu vas prendre ton Clockwork Keeper qui est en base et tu vas le monter sur un battlefield. Il va arriver fatigué, exhaust. Pourquoi? Il faut que tu saches que lorsque tu fais un mouvement d'un point A vers un point B, quand ton unité va arriver au point B, elle va forcément être fatiguée, donc exhaust. Quand tu vas vouloir aller de la base vers ton battlefield, tu vas arriver fatigué et vice versa. Ton adversaire ne peut pas t'empêcher de prendre le terrain parce qu'il n'a plus de runes et il ne peut rien faire du tout parce que son unité actuellement dans sa base est fatiguée, elle ne peut pas donc défendre. Tu vas pouvoir du coup scorer un point de victoire ce tour-ci. Et maintenant tu vas pouvoir jouer ton Poro mais directement sur le champ de bataille. Comme je te l'ai dit au début, quand tu veux invoquer une unité, tu la mets en base, sauf
dans le cas où tu contrôles un terrain, à ce moment-là, ton unité, tu peux aussi l'invoquer directement sur le champ de bataille parce qu'il t'appartient. L'avantage de faire ça, c'est que tu renforces la puissance de l'équipe. Ici, on peut voir que le Clockwork Keeper a une puissance de 2, le Poro a une puissance de 2. À l'attaque, ils ont 4 de puissance. Mais il y a une particularité. Si on fait un zoom donc sur le Poro et qu'on regarde sa capacité, on voit qu'il a le tag Shield. Shield, ça signifie que tu peux donner plus 1 de might à ta créature en défense. Donc en vrai, ton Poro, lorsqu'il est attaqué, il prend plus 1 de might. Donc au lieu d'être à 2, il sera à 3. Et du coup, l'équipe en défense sera à 5. Tu ne peux plus rien faire, du coup, tu vas conserver 2 runes ready. Donc c'est au tour de Victor de jouer. Il fait toutes les phases, A, B, C, D, il redresse toutes les cartes qu'il y a à redresser, il regarde les capacités activables, il ne va pas l'utiliser, mais on va quand même nous se pencher sur cette capacité-là parce qu'il y a des choses intéressantes à connaître pour les règles de base. Si on regarde la capacité de la carte, on voit que à gauche de la capacité, il y a 2 petits pictos. Le premier est un cercle avec un chiffre dedans et le deuxième est une carte qui pivote. Ça signifie que pour le premier, il va falloir payer une rune pour pouvoir activer la capacité, mais il va falloir faire une deuxième action qui sera de exhaust la carte Victor. Tu as le droit de jouer un token de type recrue de 1 de might, soit dans ta base, soit sur le champ de bataille que tu contrôles. Du coup, il continue donc ses phases, il channel 2 runes, il se retrouve avec 5 runes et pioche une carte et il va piocher la carte Stupefy. Donc il fait monter chaîne sur le champ de bataille qui est disponible. Toi, tu ne réagis pas parce que tu n'as plus rien pour réagir et du coup, il peut scorer son premier point. Ensuite, il va engager 4 runes, il va recycler une rune bleue et il va invoquer son champion Victor directement sur le champ de bataille pour pouvoir du coup augmenter la puissance de défense sur ce champ de bataille. Donc c'est à nouveau ton tour, tu fais les phases A, B, C, D, tu as 6 runes ready, tu pioches un Poro et tu gagnes un point de victoire parce que tu conserves ton champ de bataille. Maintenant, sur ce tour, tu te dis que tu voudrais bien avoir le deuxième champ de bataille. Ça te permettrait d'avoir 2 points si tu hold au prochain tour et ça te fera avancer plus vite vers la victoire. Donc pour ce faire, qu'est-ce que tu vas faire au début? Tu vas dire que tu vas poser ton Poro que tu viens de piocher dans ta base. Donc tu vas engager 2 runes, il t'en reste 4 et tu vas faire quelque chose de particulier sur ce tour. Tu vas avoir envie du coup d'utiliser un sort que tu as dans ta main. Ici, tu vas vouloir jouer le sort Charme. Que fait ce sort? Move un enemy unit. Qu'est-ce que ça veut dire move un enemy unit? Ça veut dire que dans ton cas, tu vas pouvoir prendre une unité ennemie sur un autre battlefield et le déplacer ailleurs, soit dans sa base, soit sur ton battlefield à toi. Quel est l'intérêt de faire ça? Quand tu vas déplacer l'ennemi sur ton champ de bataille, l'ennemi va devenir attaquant et tu deviendras défenseur. Et si tu te rappelles de ce qu'on a dit précédemment, le fait que tu sois défenseur, tu te retrouves avec une might de 5 parce que tu as un Poro qui a shield. Il y a différentes choses à savoir sur les sorts et notamment sur les tags que tu retrouveras sur les sorts. Mais on reviendra un peu plus tard parce que je n'ai pas envie de t'embrouiller maintenant là-dessus. Donc le Victor qui était sur le champ de bataille, tu vas décider donc de le faire passer sur le tien. Donc Victor devient attaquant et donc toi il faut que tu te défendes. Donc en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un peu de pression parce que Victor il a 3 points de might et toi tu en as 5. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? En vrai, il a tiré donc le sort Stupefy qui permet de réduire de 1 la might d'un adversaire. Donc c'est intéressant pour lui d'utiliser ce sort-là, ça permettrait de ramener le Poro de 3 à 2. On serait toujours au-dessus de lui, mais il commencerait à être un peu moins fort. À ce moment-là, tu as le droit donc de réagir. Et c'est là du coup qu'on va rentrer un peu dans le détail sur les tags action et réaction dont je voulais te parler dans les sorts. Comment ça fonctionne? Là, on peut dire que tu es dans une phase qu'on appelle dans le jeu un showdown. Un showdown, c'est quoi? C'est un enchaînement d'action et réaction. Une action, c'est quoi? C'est un mouvement, c'est un début de combat, c'est aussi un tag que tu peux retrouver sur certaines cartes où il y a marqué action directement. Quand c'est marqué action, ça veut dire que tu ouvres une chaîne de réactions possibles. Le joueur en face, il ne peut jouer que des cartes qui ont les tags action ou réaction. Mais attention, si une chaîne d'action est ouverte, tu ne vas pouvoir jouer que des réactions. Mais tu peux aussi jouer des actions. Pour terminer une chaîne d'action,
il faut démarrer une autre action. Donc si tu as des cartes action et réaction, tu peux jouer les deux sans problème. Mais jouer une carte action met fin à une chaîne d'actions qui est déjà en cours. C'est un peu complexe comme concept, mais c'est important de bien le comprendre. Donc ici, dans notre cas, il y a Victor qui arrive sur le champ de bataille, donc c'est une action. En réaction, il joue Stupefy, qui va enlever un de might en face. Toi, de ton côté, tu dis « Ok, je veux pas que ce sort m'affecte ». Du coup, je vais jouer une carte qui s'appelle Defy. Defy, ça te permet de contrecarrer un sort qui coûte 4 ou moins et une rune max en recyclage. Et donc ça, c'est une carte de réaction aussi. Donc une fois que ça c'est fait, les adversaires se demandent mutuellement si c'est bon pour l'un et l'autre. Si c'est OK, on peut clôturer cette chaîne d'action et donc du coup démarrer sur une nouvelle action, si il y en a. Donc là, on résout donc la chaîne d'action parce qu'il n'y a plus personne qui peut rien faire. Victor n'a pas de contre-sort pour contrer le contre-sort. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la dernière carte jouée et remonter vers la première. Donc la dernière carte jouée, c'est le Defy qui annule le Stupefy. Et du coup, cela implique que Victor n'a pas réussi à enlever le point à mon Poro. Donc, mon Poro a toujours 3 de maille. Mon Clockwork Keeper a toujours 2, donc on est à 5. Victor ne peut plus rien faire, donc tu gagnes le combat. Donc Victor meurt, il va dans la défausse et le tour se termine. Remporter un combat alors que tu es déjà propriétaire d'un battlefield ne te donne pas de points de victoire supplémentaires. Tu ne prends des points de victoire que lorsque tu conquis un terrain ou que tu le conserves. Ok, donc on continue ton tour. Tu as fini par affaiblir le terrain voisin d'une unité et donc de ce fait, tu vas pouvoir monter ton Poro que tu avais invoqué le tour d'avant sur le champ de bataille en face de Shen. Donc une nouvelle phase de combat démarre et là on peut voir que Shen il a aussi Shield 2 sur ses capacités. Cela signifie du coup qu'il peut se rajouter plus 2 de might lorsqu'il défend. Ce qui veut dire que du coup la might de Shen passe de 3 à 5 contre un Poro qui n'a que 2 parce que là il est attaquant, il n'a pas le plus 1 du shield vu qu'il ne défend pas. Donc le Poro a 2, Shen à 5, comment tu fais pour pouvoir conquérir ce terrain? Donc du coup tu vas regarder ta main et tu vas t'apercevoir que tu as discipline. Discipline est un sort que tu peux jouer en réaction, donc tu peux le jouer maintenant. Il rajoute 2 de puissance à une unité amie pour le tour et pioche une carte. Donc tu poses cette carte, ton adversaire ne réagit pas, le Poro passe à 4. Mais ça ne suffit pas parce que Shen est à 5. Discipline donc t'a permis de piocher. Tu pioches, par chance, tu retombes sur une deuxième discipline. Tu engages tes runes, tu poses la deuxième discipline et du coup ton Poro passe maintenant à 6. Tu es un point au-dessus de Shen, logiquement tu gagnes. Donc Shen regarde ce qu'il peut faire. Le problème c'est qu'il n'a plus de runes pour pouvoir jouer, il ne fait rien, il perd le combat. Shen meurt, va dans sa défausse, tu remportes un nouveau point de victoire. C'est à nouveau au tour de Victor, il fait les phases A, B, C, D. Donc Awaken, Begin, il n'a pas de champ de bataille, il ne score pas, il n'active pas la capacité de Victor, il channel 2 runes. Et il va piocher Echo. Echo, c'est une championne unite qui a 2 nouveaux tags qu'on va développer ici. Accelerate et Death Knell. Accelerate, ça permet à une unité d'arriver ready sur la base en payant une ressource supplémentaire et en recyclant une rune, puis d'être joué directement sur un champ de bataille. Death Knell, du coup, applique un effet quand l'unité meurt. Ici, l'unité est recyclée et toutes les runes engagées sont redressées. Donc l'adversaire paie 5 runes, recycle une rune bleue, paie une 6e rune et recycle une bleue supplémentaire pour invoquer Echo en Accelerate. Echo va monter directement sur le champ de bataille face au Poro. Le Poro ayant perdu tous ses buffs à la fin de son tour, il n'est plus qu'à 3 grâce au shield, mais insuffisant contre Echo qui a 5 de might. Tu ne peux rien faire de ton côté étant donné que tu n'as plus rien pour intervenir. Tu le laisses remporter la victoire, ton Poro meurt et il gagne un point de victoire. Ok, on va s'arrêter ici pour la partie. Je pense que l'essentiel a été vu pour les règles de base. Il y a un autre tag qu'on n'a pas pu voir ici, mais que j'aimerais t'expliquer, c'est le tag Hidden. Hidden, donc ça veut dire caché. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre une carte qui a ce tag-là et la mettre face cachée sur un champ de bataille. C'est un peu comme les cartes pièges dans Yu-Gi-Oh! Merci de ton attention, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que c'était dense et qu'il y a eu beaucoup d'informations.
J'espère que tu as pu retenir un maximum de choses et que tu pourras les appliquer dans tes premières parties. N'hésite pas à utiliser le chapitrage de la vidéo pour pouvoir revenir sur certains aspects des règles si jamais tu as des trous ou des questionnements. Sinon, tu peux aussi poser tes questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai ou des membres de la communauté y répondront. Sinon, tu trouveras également dans l'espace commentaire un lien vers le Discord de Riftbound France et là-bas, tu y trouveras tout ce que tu veux en termes de réponses, de règles, etc. Je te mets aussi dans la description un lien vers TCG Arena pour que tu puisses toi aussi mettre en pratique les règles que je t'ai apprises et commencer à progresser dans Riftbound. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai le meilleur deck du moment, son analyse, sa construction, pour t'aider à créer le tien et potentiellement rejoindre le circuit compétitif. En attendant, entraîne-toi, joue des matchs, participe à des tournois et surtout, tire les bonnes cartes.